Salut à tous, bienvenue, c'est la 12e de l'émission Auto Hebdo et autant vous dire qu'aujourd'hui on a un sacré programme parce qu'il s'en est passé des choses. Ce week-end on va revenir sur tout ce qui s'est passé en Formule 1, WRC et un petit peu partout également dans le monde des sports mécaniques avec Mathieu Chambenois et Cyprien Juillard. Comment ça va messieurs ? Écoute, ça va, comme tu le dis, ça va être intense et ça va être une semaine d'ailleurs intense. Ouais, ça va très bien, un très beau week-end et un beau titre pour Sébastien Ogier, et puis pas mal de choses qui sont passées du côté du Qatar aussi. Oui, parce qu'on va évidemment parler du Grand Prix du Qatar qui est peut-être décisif pour le titre. En tout cas, eh bien, il ne l'a pas été ce week-end. On n'a pas eu de champion du monde. Ils seront donc 3, Lando Norris, Max Verstappen et Oscar Piastri à jouer le titre mondial. On reviendra également notamment bien sûr sur la déroute un peu des McLaren en termes de stratégie. On parlera de Sébastien Ogier, 9e titre de champion du monde pour le pilote gapençais. Premier titre de copilote pour Vincent Landais qui fait équipe avec lui. Donc on en parlera évidemment. Et ça nous permettra également de vous poser la question hebdo de la semaine. Qui de Sébastien Loeb ou Sébastien Ogier est le plus grand de l'histoire du WRC? Parce que l'avantage, c'est qu'on sait que les deux le sont maintenant. Avec 9 titres chacun au moins, les autres n'ont pas vraiment voix au chapitre, mais on va un petit peu parler et de voir qui a eu le plus grand impact peut-être sur le championnat du monde des rallyes. Mathieu nous parlera de Formule 2 puisque Leonardo Fornaroli est devenu champion et que Victor Martins a remporté sa première victoire de la saison ce week-end au Qatar. On parlera également rapidement du rallye du Var qui a eu lieu ce week-end et de la finale du Supercars en Australie. Et enfin, les enjeux du week-end qui seront peut-être plus sur la Formule 1 que sur la Formule 2. Désolé, mais quand même un titre mondial qui se joue en Formule 1 ce week-end. On va commencer tout de suite justement en parlant de la F1. Max Verstappen remporte donc le Grand Prix du Qatar et conserve ses chances de titre mondial. Il passe même 2e du championnat du monde de Formule 1. C'est quand même l'information à retenir de ce 23e rendez-vous de la saison. Verstappen qui s'impose devant Piastri et Carlos Sainz, qui décidément a vraiment son chic pour monter sur des podiums dont on se fiche un petit peu, parce que là on regardait quand même les autres pilotes autour de lui. Lando Norris seulement 4e, ça nous fait que la situation au championnat est très simple. Lando Norris est en tête du championnat du monde avec 12 points d'avance sur Max Verstappen et 16 sur Oscar Piastri. Et donc Max Verstappen avec cette victoire conserve ses chances d'un 5e titre mondial consécutif. On n'aurait jamais cru dire ça, Mathieu, après Zandvoort, où il avait 104 points de retard sur Oscar Piastri au championnat. Bah écoute, c'est pas le week-end où il a été, je dirais, individuellement le plus impressionnant. Il a été métronomique comme très souvent, mais on va en parler aussi. Il a quand même profité d'une sacrée erreur de ses adversaires. Cela dit, encore une fois, comme d'habitude, Red Bull peut compter sur lui de manière, encore une fois, permanente. Laurent Mekies l'a dit, il ne fait jamais d'erreur. Donc effectivement, quand ils mettent en place une stratégie, quand ils déroulent une stratégie sur le plan théorique, ils savent que de toute façon, il va la respecter à la lettre et que ça va fonctionner en termes de rythme et de déploiement. Maintenant, voilà, il n'y a pas grand-chose à redire. Il a été très rapide, il a été efficace. Il a su se positionner là où il fallait et encore une fois, Red Bull a réussi à régler les problèmes. Vendredi, c'était vraiment pas ça. Même samedi en sprint et en qualification, c'était pas forcément le top du top. On l'a vu, un Max qui était beaucoup plus fermé que d'habitude. On sentait qu'il lui-même sentait que le vent pouvait potentiellement tourner. Mais encore une fois, il le fait toute la saison. Il arrive à redresser la barre le dimanche et à gagner. C'était assez inespéré pour lui, mais dans tous les cas, le podium aurait été jouable. Donc encore une fois, grand bravo à Max Verstappen. Oui, je pense que Mathieu a parlé d'une chose qui est très importante sur le week-end de Red Bull, ça a été cette capacité à transformer une voiture qui était très mauvaise le vendredi, enfin, par rapport en tout cas à ce qu'elle peut être, à une voiture capable de gagner le dimanche. Encore une fois avec des circonstances certes favorables, mais on a quand même un Max Verstappen qui s'est qualifié 6e pour la course sprint, derrière Yuki Tsunoda, ce qu'il faut quand même noter, c'est assez rare pour être souligné. En sprint, il termine 4e et puis on se dit, bon bah là, clairement à la régulière, il pouvait pas jouer le podium. C'est un circuit sur lequel on ne dépasse pas, sur lequel la qualification est primordiale, donc il n'y avait pas mieux à faire. Et puis forcément, ça a laissé présager un segment Grand Prix plus compliqué. Mais voilà, Red Bull a profité de ce temps entre le sprint et les qualifs pour changer les réglages de la voiture. On sait que c'est un domaine dans lequel ils excellent. Ils sont vraiment très forts là-dessus. Ils ont une équipe qui est basée à Milton Keynes pendant que l'équipe principale, on va dire, est sur place, qui travaille d'arrache-pied avec des pilotes au simulateur aussi, qui travaillent souvent toute la nuit pour améliorer les réglages. Et c'est une faculté qui est hyper importante pour se battre pour un championnat, parce que Max Verstappen, tu l'as dit, a été métronomique, mais il a beau être exceptionnel, il peut rien faire sans une voiture capable de gagner. Donc je veux vraiment souligner ça, parce que la victoire de Max Verstappen, pour moi, c'est vraiment la victoire de Red Bull. C'est la victoire d'un travail bien fait, d'une monoplace qui a retrouvé vie, qui finalement s'est qualifiée 3e, ce qui semblait être la meilleure position possible, parce que les McLaren avaient une avance quand même vraiment confortable, en qualification en tout cas. Et puis en course, voilà, Verstappen a fait du Verstappen. Red Bull, encore une fois, parfait sur la stratégie. Ils ont géré à la perfection le timing de l'arrêt au stand, puisque ça a été les premiers à s'arrêter finalement sous la voiture de sécurité, puisque Verstappen était 3e.
donc était deuxième. Devant Parce Norris. qu'il avait passé Norris au départ. Donc justement, il voit Piastri continuer, lui saute dans la voie des stands. Donc pareil, McLaren s'est servi de ça comme une excuse en disant, on restait là, disait après la course, quand vous êtes la voiture de tête, vous savez pas ce que les autres vont faire. Bien C'est sûr. un peu ce qui est arrivé à Hamilton, par exemple, en 2021 en Hongrie, quand il était parti tout seul sur la grille, parce que finalement, les pilotes derrière étaient eux, tous passés par la voie des stands. Donc, avant de revenir plus longuement sur ce qu'a fait McLaren, ce call stratégique de Red Bull, il est parfait, il est savamment exécuté. C'est Anna Schmidt, sa stratège, qui a insisté pour que Verstappen rentre, et puis derrière, ça lui a offert un boulevard, mais le boulevard, il se l'est aussi créé finalement, puisqu'il avait un très bon rythme en course. Donc ça lui a permis de revenir sur le McLaren et de gagner assez facilement finalement. Tu fais bien de souligner ça parce que c'est vrai qu'il y a eu un doute. Anna Schmitz l'a partagé justement après la course. Il y a eu un doute sur est-ce qu'on s'arrête, est-ce qu'on s'arrête pas, est-ce que McLaren a un plan. Ils ont quand même réussi presque à un moment donné faire douter Red Bull, mais effectivement ils sont allés vers l'évidence, à savoir, pour rappel, il y avait quand même les 2 arrêts obligatoires, en tout cas les trains de pneus à passer. Donc ça faisait effectivement, vu qu'il y a eu la voiture de sécurité déployée à la fin du 7e tour, évidemment ça faisait 7 tours, en tout cas 8, plus 25, donc c'était vraiment le moment C'était pile poil. parfait auquel il fallait s'arrêter. On dirait presque que c'était écrit quelque part. Merci mais Nico Hülkenberg voilà. et Gasly. Hein. Là, Nico qui se sont Hülkenberg a accrochés. lissé la stratégie pour le coup. mais effectivement, voilà, ils ont su saisir l'opportunité et surtout, ils se sont pas posé de questions. Ils n'ont pas fait l'erreur de McLaren à se prendre les pieds dans le tapis. Non mais voilà, c'est ce qui est quand même complètement fou, parce que normalement, sur un Grand Prix normal, on devrait vous parler de Max Verstappen qui n'est plus candidat au titre, les 2 McLaren qui Bien sûr. joueront à la gagne, et finalement, il joue un coup stratégique qui est même pas vraiment un coup, mais est-ce qu'on est quand même d'accord, messieurs, pour se dire que Piastri ne rentre pas, je comprends l'idée, parce que s'il rentre et qu'ils sont que 2 à rentrer au total, il repart 18ème et sa course est ruinée. Ça, je comprends tout à fait. Mais une fois qu'on ne fait pas rentrer Piastri, et qu'on voit en plus Verstappen rentrer, pourquoi on ne fait pas rentrer Norris ? Bien sûr. Est-ce qu'il n'y aurait pas, là encore, une envie de justesse entre les 2 pilotes ? Ces fameuses papaya rules, tout ça, est-ce qu'on n'aurait pas envie de dire « Ah, ben si l'un ne rentre pas, l'autre rentre pas non plus, parce que sinon on favorise l'un des deux ?» C'est quand même étrange ce qui s'est passé, Cyprien. Bah, en fait, c'est complètement ça, c'est cette question d'égalitarisme à tout prix, puisque en fait, McLaren s'est dit clairement, si on fait 2 arrêts, sans rester là, pareil, après la course qui expliquait ça, il disait, si on faisait un double arrêt, on avait la possibilité que Norris, qui était du coup derrière Piastri, perde du temps, puisque il y avait un écart très faible, puisque les pilotes étaient déjà regroupés. Donc ils se sont dit, bon, bah, on laisse les 2 en piste, mais enfin, c'est bête comme décision, honnêtement, c'est le mot. C'est lunaire. Je veux dire, quand vous jouez en championnat du monde, vous devez à un moment accepter d'utiliser les situations comme elles sont. C'est-à-dire que là, et ben, en effet, comme tu l'as dit, Piastri, pour moi, devait rester en piste. Par contre, Norris devait passer par les stands. Mais oui. Parce qu'il y avait il y avait forcément un monde dans lequel une des 2 stratégies était la bonne. Alors oui, peut-être que Piastri, du coup, aurait fini très loin, parce qu'en effet, il serait ressorti 18ème, comme tu dis, si personne d'autre n'était rentré. Mais du coup, pourquoi Norris, lui, n'a pas suivi Verstappen ? J'ai du mal à comprendre. Honnêtement, cette stratégie, cette volonté de mettre les 2 pilotes sur un pied d'égalité, ça commence à devenir... Enfin, c'est pas que ça commence, c'est déjà ridicule depuis un petit moment. Et là, honnêtement, ça leur a coûté la victoire. Et une victoire qui leur tendait les bras, honnêtement, ils avaient un rythme qui était nettement le meilleur. Sachant que là, c'est quand même incroyable de vouloir les mettre sur un pied d'égalité, sachant qu'il y en a un qui arrivait avec 24 points d'avance au début du week-end. C'est quand même complètement fou. Alors 2 choses, je pense que d'abord ils auraient dû arrêter les 2. Ça pour moi c'est clair et Bah, net. Avec le recul, oui. Mais bah- encore une fois, sur l'instant, je comprends qu'on n'arrête pas Piastri. Ouais, Non, moi aussi. mais pas moi, parce que t'as l'opportunité de la voiture de sécurité et surtout, t'es dans le calcul parfait. Piastri, s'il s'arrête là, il sait qu'après, il a 25-25, c'est lui qui dicte le rythme. Pour moi, le rythme était tel en plus qu'il n'y avait pas vraiment de question à se poser. Ouais, mais en fait, Même si je comprends ce que vous voulez dire, bien ce sûr. que McLaren a dit aussi, c'est que à la radio, ce qu'il lui dit, c'est que à ce moment-là, Verstappen et tous les autres se retrouvent dans la situation où ils n'ont plus le choix. C'est ça. En fait, niveau Il y stratégique. a une safety car, McLaren faisait doubler facile. Voilà. Et sauf que ce que je comprends pas, c'est que pour moi, si par exemple les 2 Mercedes avaient été en tête à ce moment-là et que les 2 Mercedes étaient restés en piste, j'aurais pu comprendre. En se disant, bon, on n'a pas la meilleure voiture, on gagnera pas la régulière. Par contre, s'il y a une safety car, là, ça peut nous sauver. Quand vous êtes McLaren, que vous avez la meilleure voiture, à un moment, il faut accepter aussi de gérer finalement. Il faut savoir se contenter de suivre les autres, pas tenter des coups stratégiques, parce que de toute façon, vous êtes dominant. Donc s'ils étaient rentrés dans les stands comme tout le monde, ils seraient ressortis devant les autres. Et puis même s'il y avait une safety car et que Ocon, par exemple, qui ne s'était pas arrêté, serait repassé devant, il l'aurait dépassé à la régulière. Parce que ce que je comprends pas en plus, c'est que chez McLaren, effectivement, imaginons, ils auraient dit voilà, Norris rentre. Sur le
le papier, maintenant qu'on connaît les résultats de la course, ils auraient donc favorisé Norris. Il aurait eu la bonne stratégie. Bon, voilà, ok. Mais à l'instant T, tu es l'équipe McLaren, tu as 2 pilotes qui jouent le titre, dont l'un qui a une belle avance. Bon, tu le fais rentrer en premier, mais pour l'équipe, il n'y a pas de risque. Puisque, d'un côté, tu as Piastri qui, s'il est sur la bonne stratégie, il va gagner le Grand Prix facilement, il va se replacer dans la lutte pour le titre. C'est pas grave, c'est un pilote McLaren qui se replace, donc on est content pour eux. Et Norris couvre la stratégie de Max Verstappen, qui est quand même le 3e larron. C'est pour ça que ça me fait sourire, parce que c'était l'objet de mon deuxième point. Et je pense qu'au-delà du fait qu'il veuille absolument une équité inutile désormais entre les deux, je pense qu'il y a aussi une part de manque de réactivité qui s'est passée chez McLaren. Et je pense que là, sans forcément parler d'incompétence ou autre, mais c'est plus, à mon avis, pris par l'enjeu, pris par la pression du moment. Ils n'ont pas eu la lucidité qu'a eu Nana Schmidt justement à dire non, on se pose pas de questions, c'est ça la stratégie, point final. Je pense qu'ils ont été un peu tétanisés en se disant bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, on a le choix. Et au final, ils ont laissé passer la fenêtre. Je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a une part de ça, dans la mesure où le nombre de fois où McLaren a fait des calls comme ça un petit peu en retard cette année, me fait dire que malheureusement ils ne sont pas prêts à devoir gérer ce championnat, et s'ils le gagnent, parce que ça reste encore une fois une grande possibilité, ils pourront remercier leur début de saison et surtout le fait d'avoir construit une fusée cette année. Oui, c'est exactement ce que je voulais ajouter, c'est-à-dire que par rapport à ce que je disais sur Red Bull tout à l'heure, Red Bull qui est une équipe capable d'avoir une voiture qui progresse, qui est une équipe qui fait peu d'erreurs, voire aucune erreur, McLaren a beau en effet avoir une fusée, commet beaucoup trop d'erreurs, et en cette fin de saison, pour moi, si Max Verstappen remporte le titre, il le doit à son talent certes, mais ce sera surtout McLaren qui l'aura perdu. Non mais mettons les termes. Si McLaren n'est pas championne du monde des pilotes, c'est un scandale. Bien sûr. Il n'y a pas d'autres mots. C'est un championnat qui est imperdable pour McLaren en vérité. On se souvient en début de saison de George Russell qui disait de toute façon ils vont gagner toutes les courses cette saison. Bon, Verstappen qui à l'été disait j'en gagnerai plus une. Voilà. George Russell en a gagné 2 finalement. Donc voilà, il a réussi à quand même sortir. Non mais George Russell il aime bien en rajouter, et puis c'est toujours plus facile de mettre la pression sur les autres pour être l'outsider. Mais pour revenir sur McLaren, en effet, on pense à Las Vegas avec cette erreur technique qui en est vraiment une de la part de l'équipe qui a réglé les voitures trop basses. Là encore une fois on laisse échapper une victoire. On peut en citer un nombre incalculable des erreurs de McLaren cette année. Sauf que quand McLaren avait beaucoup d'avance, finalement ce jeu d'égalitarisme entre Norris et Piastri à Monza, puis alors après du coup ce qu'on va faire c'est que lui, Piastri aura l'avantage sur tes tours de sortie en qualif, tu pourras choisir ta position par rapport à Norris, puis finalement non, on annule parce que Piastri t'est jugé responsable de l'accrochage au départ du sprint à Austin. Enfin, non mais est-ce qu'on se rend compte quand même de la folie du truc? C'est vrai qu'on a oublié ça, il y a eu l'accrochage entre les deux. Non mais il y a eu l'accrochage d'ailleurs avec d'autres aussi. Encore une fois avec Nico Hülkenberg qui a décidé de faire le spectacle en cette fin de saison. Merci. J'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve pour Abu Dhabi. En dive bomb au premier virage tout droit, il met les 3 dehors et puis George Russell est champion du monde. Voilà. Plus. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Non mais pour conclure sur le sujet, je trouve que McLaren en effet n'a pas l'étoffe d'une écurie championne du monde. Ils le sont cette année, mais ils n'ont pas encore cette étoffe, ils n'ont pas encore cet ADN de champion, ce caractère et finalement cette rigueur et en même temps ce calme dans les situations chaudes, parce que voilà, ils paniquent, McLaren, ils paniquent. Et tu l'as très bien dit Mathieu, le terme fusée pour décrire la McLaren est approprié, mais derrière on a une équipe qui a beaucoup trop d'atermoiements, qui peine, etc., à prendre des bonnes décisions. Ça va sûrement leur coûter cher, et j'espère pour eux qu'ils apprendront, mais de toute façon, c'est aussi le chemin que suit une équipe qui a connu la gloire dans son passé, mais qui n'avait plus gagné quand même un titre pilote depuis 18 ans maintenant. Donc il faut se reconstruire petit à petit, c'est plus du tout les mêmes personnes qui sont là. Réapprendre à gagner, et puis voilà, pour savoir gagner, il faut savoir aussi garder son calme et bien gérer les moments clés. On rappelle donc Carlos Sainz 3e de ce Grand Prix avec la Williams, c'était les communications en fin de course, c'était fabuleuse. On dit non mais je pense qu'il faut qu'on y aille à fond. Moi en fait devant l'écran, en faisant le live pour autoedo.fr, je me disais mais tais-toi, roule. Au lieu de commencer l'autre, il faisait un podcast à dire oui je crois qu'il faut qu'on attaque. Non mais roule, t'inquiète pas, le résultat est là, ça fait 2 podiums en Grand Prix cette saison pour Carlos Sainz. Et un en sprint. Et un en sprint, tout à fait, mais quand même, on n'aurait pas pensé ça à mi-saison. On trouvait qu'à mi-saison, son arrivée chez Williams, c'était un peu en dedans. Finalement, très très bonne saison, Carlos Sainz. La dynamique, elle s'est complètement inversée chez Williams entre lui et Albon. C'est super pour Carlos Sainz parce qu'il avait dit qu'il aurait besoin d'un temps d'adaptation qui a été en effet ce qu'il a été, à peu près 6 mois. Et là, dans cette fin de saison, il est super performant. 3 podiums en comptant celui d'Austin en sprint, donc c'est génial. Et moi, j'ai bien aimé ses communications radio, à l'inverse de toi, parce que je trouve que Sainz, on ressent
quand il parle à la radio, la passion, l'excitation dans son Ah oui, non, mais savoir. c'était chouette. Mais... C'est génial. Et puis ça m'a rappelé un peu Singapour 2023 quand il gagne avec Ferrari, seule victoire hors Red Bull Il cette fait toute année-là. la stratégie à la radio. Là. Et où il faisait toute la stratégie à la radio en laissant notamment Norris rester à moins d'une seconde de lui pour que Norris se protège du retour de Russell, il me semble. Voilà, donc j'aime beaucoup Carlos Sainz quand il fait ça. Il a aussi des fois des mauvais côtés en piste, etc. Il a gêné Leclerc encore en qualification sprint. Bon, c'est Carlos Sainz, voilà. Mais en tout cas, dans le super podium, très bonne nouvelle pour Williams qui est officiellement 5e des constructeurs. Ça va leur faire beaucoup de bien. Et puis on attend de voir ce qu'ils nous concoctent pour 2026. Moi, j'ai eu mal au cœur quand il a dit oh non, je commence à avoir du sous-virage dans le virage à droite. Ah ouais. J'ai perdu une pièce, je me suis dit oh, c'est pas vrai. Ça aurait été terrible. Et finalement, il est resté 3ème, donc ça, c'est Puis, une bonne on va nouvelle. pas se mentir aussi, on était bien content que Sainz et Antonelli soient devant Norris. Pour le championnat et pour le suspense. Pour le suspense. On Clairement. n'a rien contre Lando Norris, mais juste pour le suspense. Bon, Antonelli a fini par céder, mais Évidemment, rassurez-vous, on va vous parler un petit peu plus tard dans l'émission de ce qui va se passer ce week-end à Abu Dhabi, enfin de ce qui va se passer, de ce qu'on imagine, parce qu'on n'a pas encore vu le film, hein, je ne sais pas, peut-être que vous avez vu. Si, si, assez, on sait. D'accord, bah écoutez, restez jusqu'à la fin de l'émission, puisque Mathieu vous dira c'est exactement. Brad Pitt qui gagne à la fin à Abu Dhabi. Spoiler. Oui. Ah oui. Ouais, attention, parce que des gens qui l'ont pas vu le film, hein, quand même, attention. Hein. Alerte spoiler, pardon. Alerte spoiler, s'il vous plaît. Non, mais je rigole, j'invente, je l'ai pas vu non plus. Voilà, et donc vous pourrez regarder la vidéo qu'on avait faite au moment de la sortie du film, où Cyprien vous déballe tout ça sans avoir vu le film, visiblement. Hein, donc c'est beau, c'est très très bien. Tout en écriture d'invention. C'est merveilleux. On va parler WRC maintenant, parce qu'il y a eu un sacré titre mondial français, évidemment, avec Sébastien Ogier et Vincent Landais. Sébastien Ogier et Vincent Landais sont donc champions du monde WRC, 9e titre mondial pour Ogier, premier titre pour Vincent Landais, qui d'ailleurs avait été très ému, qui avait dit qu'il ne s'était jamais imaginé pouvoir être dans cette situation-là, mais pour Sébastien Ogier, c'est un petit peu logique, hein, finalement, quand vous en êtes à votre 9e titre mondial, le premier depuis 2021, en ayant participé à 11 rallyes sur les 14 de ce championnat du monde, il devance Elvin Evans, 5e fois qu'il est vice-champion du monde, Elvin Evans. Il rejoint Thierry Neuville dans cette statistique. Thierry Neuville qui a gagné le rallye d'Arabie Saoudite, hein, parce que ça, on vous le dit maintenant, parce qu'on n'en parlera plus vraiment. Il y a un vainqueur de... Il y a eu un vainqueur de ce rallye d'Arabie Saoudite qui a été animé, plein de rebondissements, mais c'est Thierry Neuville qui s'en sort et qui, du coup, gagne un rallye lors de l'année de sa défense de titre. Ce qui n'était pas le cas, c'était la dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2002, Richard Burns qui n'avait pas gagné un rallye. Après avoir gagné le titre en 2001, donc là, Thierry Neuville ne le rejoint pas dans cette statistique précise, mais messieurs, évidemment, on ne peut pas ne pas, Mathieu, être subjugué par la performance de Sébastien Ogier et de sa Toyota cette saison. C'est extraordinaire, on peut pas non plus dire qu'on l'avait pas vu venir. Hein. Si on regarde les précédentes émissions et qu'on parle justement de qui est favori, on met tous Ogier effectivement face à Evans, mais il a fait le taf. Voilà. Il restait 3 points à combler. En tout cas, il avait 3 points de retard. Il termine avec 4 points d'avance, ce qui est quand même assez phénoménal. Il gagne pas le rallye, il termine donc 3e. Je ne savais pas qu'il y avait un vainqueur de rallye, mais en l'occurrence, lui, il termine 3e. Et entre le vainqueur de rallye et Ogier, il y a Adrien Formeau qui fait deuxième, c'est son meilleur résultat en WRC d'ailleurs. Très beau, mais c'est vrai que malheureusement pour eux, tout ça est un petit peu anecdotique sans leur manquer de respect, parce qu'effectivement, Sébastien Ogier qui remporte la 9e, c'est extraordinaire. Lui, il l'a dit évidemment qu'il était ravi. Il se prépare déjà à une saison 2026 au cours de laquelle il fera 10 rallyes. Il l'a annoncé. Il s'est dit, j'ai gagné avec 11, allez, on va essayer de faire mieux. Non, mais s'il gagne les 10. Ce qui est formidable dans ce rallye d'Arabie Saoudite, c'est qu'il gagne 2 spéciales, la 8e et la 16e. Il termine quand même premier du dimanche. Et puis, sinon, il assure les points. Il fait pas les week-ends parfaits qu'il a fait notamment au Chili plus tôt dans la saison, mais il réalise quand même ce qu'il faut. Il peine évidemment lors de la première journée, Elfyn Evans qui peine encore plus par rapport justement à l'ouverture de cette route qui a été assez catastrophique pour ceux qui justement débutaient. On a vu d'ailleurs un classement qui était très particulier avec Martin Cesque qui était premier pendant très longtemps pendant ce rallye d'Arabie Saoudite. Devant Fourmeau, Paillari, c'était un peu le bal des seconds couteaux du coup. Le classement était vraiment particulier, mais ça s'est un petit peu remis dans le sens de la marche ensuite. Et puis il a assuré l'essentiel. Elfyn Evans qui pour le coup après de 2 minutes de retard je crois au général sur Sébastien Ogier, donc c'est vraiment assez formidable. Et puis il a fait ce qu'il fallait faire, et surtout il n'avait pas besoin de gagner, et surtout il n'était pas en capacité de gagner ce rallye étant donné la situation dans laquelle il était. Donc toutes les cases sont cochées. Il n'est pas le premier à ne pas faire la saison entière et à gagner. Un certain Sébastien Loeb l'avait fait aussi dans une autre configuration. Mais c'était pas volontaire pour Sébastien. Mais ça reste un exploit absolu, et donc comme tu l'as dit, il arrive à 9. On a quand même 19 titres français en WRC, et il faut le souligner. Il faut le souligner, et puis il faut féliciter évidemment Sébastien Ogier et Vincent Landais qui ont fait un week-end
Deux champions. Je vais revenir un peu sur ce que je disais sur McLaren tout à l'heure, qui ne sait pas gérer les titres. Sébastien Ogier, lui, il a parfaitement géré justement la conquête de son titre. C'est-à-dire qu'il n'a pas cherché à gagner le rallye d'Arabie Saoudite. Il ne pouvait pas le faire de toute façon, à cause de sa position en piste le premier jour. Il a été d'ailleurs assez critique, c'est pas la première fois que des pilotes sont critiques, lui en particulier, sur cette règle qui impose du coup les pilotes à partir dans l'ordre du classement général du championnat la première journée, puis ensuite la deuxième journée et la troisième journée, c'est en fonction de l'ordre du rallye, l'ordre du classement du rallye. Les derniers du rallye, les derniers des Rally One, et ainsi de suite. Exactement, donc c'est un ordre très particulier qui déplaît aux pilotes, c'est un peu comme sur le Dakar ou en rallye raid généralement, où forcément ça ouvre la porte à beaucoup de calculs, du coup, alors là je vais avoir du balayage, donc il vaut mieux que je sois pas en tête de la première journée, voilà, ça en devient assez ridicule. C'était très sympa d'avoir Cesc, Paillari qui se battait pour la tête du rallye, mais c'est une phrase d'Ogier qu'il a dit à notre envoyé spécial Loïc Rocky, qui a dit quand vous voyez les trois meilleurs pilotes de la saison 7, 8, 9 à la fin de la première journée, le WRC c'est honorer ses champions. Voilà, la phrase c'est quelque chose dans ce goût-là, j'ai souri en la disant, c'est assez vrai, mais finalement il fait feu de tout bois. Alors forcément quand vous êtes dans ces positions-là, c'est plus dur de reprendre du coup plus de points pour combler ces 3 points de retard dont tu parlais, mais il l'a fait parce que il a parfaitement géré sa course. Quand les autres ont eu des soucis mécaniques ou des sorties, on pense à Katsutaka Fantono par exemple, lui est resté en piste, il a parfaitement géré sur un circuit, des pistes plutôt, qui étaient très cassantes pour les pneus. Il y avait beaucoup de dégâts chez les autres pilotes, donc lui s'est plutôt tenu à l'écart de tout ça. Au final, la 3e place finale, elle est aussi due au problème de tous les pilotes devant, mais enfin, lui a su encore une fois rester en piste, donc un 9e titre acquis avec beaucoup d'autorité, finalement beaucoup de maîtrise, et puis Evans n'a pas fait un mauvais rallye finalement, il a fait aussi ce qu'il a pu, lui a eu beaucoup de problèmes mécaniques, mais voilà, on a vu la marque des grands champions. C'est un beau résumé de sa saison aussi, Elfyn Evans. À chaque fois, c'est toujours très propre, c'est toujours franchement honorable et très intéressant. Sportivement, il mérite quelque chose, franchement, la 2e place, il n'a pas à en rougir non plus. Mais voilà, il a trouvé malheureusement meilleur que lui et il n'y a pas photo sur la saison. Encore une fois, je le répète, c'était une statistique que j'avais déjà dit, mais les rallyes qui gagnent, c'est ceux où Ogier n'est pas là, quoi. C'est ça, bien sûr. Et ça, je trouve que ça dit tout de l'année qu'on a vécue en WRC. Et on va continuer de parler WRC maintenant, mais dans le cadre de notre question hebdo qu'on va vous poser tout de suite. Car oui, on s'est dit, allez, on va être un peu taquin, vu que maintenant, les deux Sébastien trônent au sommet du WRC ensemble. 9 titres pour Sébastien Loeb, 9 titres pour Sébastien Ogier. D'ailleurs, les deux ont joué un petit peu aussi tout le week-end avec Loeb qui disait bienvenue au club et Ogier qui dit j'espère que tu m'y accueilles à bras ouverts. Ça fait plaisir aussi de les voir dans une meilleure configuration qu'il y a quelques années quand vous étiez équipier chez Citroën. Mais nous, alors, on vient pas pour mettre de l'huile sur le feu, mais on trouve qu'il y a quand même un débat qui est au-delà de la performance sportive en elle-même, parce que c'est compliqué de comparer une performance sportive dans des aires un peu différentes, mais qui, selon vous, messieurs, et selon vous, sur autohebdo.fr à partir de 20h, est le plus grand de l'histoire du WRC, mais là vraiment de manière globale, c'est-à-dire en prenant les 9 titres, en prenant l'aura, en prenant l'impact sur le monde du rallye et tout ça. Mathieu, c'est toi qui nous as soufflé cette idée quand même, je tiens à dire. Il assume jusqu'au bout, et donc j'ai envie que tu sois le premier à nous donner ton ressenti. Écoute, pour moi, la question se posait déjà, parce que forcément, naturellement, on a 2 Français qui sont à 9 partout et qui ont ultra dominé leur génération respective. Pour moi, on devait se poser la question. Maintenant, effectivement, ils sont dans 2 époques différentes. Donc, est-ce possible de comparer? C'est comme en Formule 1. Objectivement parlant, non, mais on a tous un avis subjectif, je trouve, sur la question. L'argument en faveur de Sébastien Loeb, parce que je vais d'abord répondre que pour moi, Sébastien Loeb demeure le plus grand. Déjà, pour le fait qu'il l'ait fait en premier et qu'il ait quelque part ouvert la voie, pour moi, ça a quand même un impact assez majeur par rapport à ça. Encore une fois, sportivement, ça n'enlève absolument rien à la performance de Sébastien Ogier, qui a de gros arguments en sa faveur. Mais Sébastien Loeb, il l'a fait en premier, il l'a fait 9 fois consécutivement. Et surtout, la fois où effectivement il fait cette fameuse saison en 2006, qui est incomplète, il ne participe pas aux 4 derniers. Donc comme tu l'as dit, c'était pas de son ressort, mais il ne participe pas aux 4 derniers. Il fait quand même une saison où il gagne 8 des 12 rallyes auxquels il participe. Et à côté de ça, effectivement, il réalise cette performance de 9 titres consécutifs dans une ère du rallye qui était
aussi, je trouve, un petit peu plus compétitive, ou en tout cas qui était différente dans la manière de voir les choses. On sent là, on arrive au bout de quelque chose dans cette génération du WRC. Donc voilà, c'est pour ça que, à mon avis, dans l'esprit des Français et des fans de sport auto et du rallye mondial, Sébastien Loeb gardera une longueur d'avance dans ce côté légende absolue. Même si, évidemment, Sébastien Ogier, je suis ravi qu'il ait ces 9 titres, et tant mieux que la France continue à gagner. Surtout que ça peut ne même pas être terminé pour lui. Donc, évidemment, sportivement, je pense qu'il y a une grosse égalité, ou en tout cas une incapacité à comparer. Par contre, pour ce qui surpasse le WRC en lui-même, à mon avis, Sébastien Loeb a une petite longueur d'avance. Je vais te passer la parole, Cyprien, mais je rappelle juste parce que c'est pas mal, c'est français, quand même 18 titres sur les 22 derniers en WRC. Donc, Puis on l'a c'est pas mentionné, plutôt je parlais d'un 19e, évidemment, c'est Didier Auriol qui Oui, a Didier été Auriol, le premier à le voilà, bien remporter. sûr. Donc, qui était le premier champion du monde français. Pour une stat encore plus impressionnante, c'est 17 en 18 années de suite aussi. c'est ça aussi. C'est-à-dire entre 2004 et 2021. Oui, bien sûr. Donc, il n'y avait que Otanak en 2019 qui avait réussi à remporter le titre mondial. Donc on avait vraiment eu Au une milieu de tout domination sans partage des Français. Pour répondre à la question, je rejoins un peu Mathieu sur le fait que Sébastien Loeb reste encore le plus grand. Plus finalement pour son impact dans l'imaginaire collectif que pour ses performances. Parce que, on l'a dit, statistiquement, aujourd'hui, ils sont vraiment au coude à coude. Même au nombre de victoires, c'est assez proche, nombre de podiums, etc. Bon, Sébastien Ogier a un petit peu de retard, mais c'est pas énorme. Et puis surtout, il a encore, il est encore en course pour combler ce retard et puis pour peut-être ajouter même un 10e titre. Mais ouais, Sébastien Loeb, en fait, quand vous parlez à quelqu'un qui connaît pas le sport auto, vous lui parlez de Sébastien Loeb, il sait qui c'est. Vous lui parlez de Sébastien Ogier, je suis pas sûr. Alors que je pense qu'honnêtement, on doit pas être loin de 100% des Français qui connaissent Sébastien Loeb. Parce que Sébastien Loeb, c'est des pubs à la télé, c'est presque devenu une marque en fait, Sébastien Loeb. Enfin, un mot vraiment qu'on utilise tous, quoi. Donc même ceux qui suivent pas le sport auto. En fait, c'est ça. Je pense que c'est aussi ce que tu as dit, Mathieu, c'est le côté d'avoir été le premier à réussir un tel exploit. Je pense. Qui fait que forcément, c'est plus impressionnant. Là, malheureusement, pour Sébastien Ogier, 9 titres, c'est un exploit colossal, c'est exceptionnel. Mais enfin, il est le deuxième à le faire. Oui. Alors que s'il devient le premier à 10, là, il y a peut-être moyen, effectivement, qu'il y ait... Je suis d'accord avec toi. Là, il y a peut-être moyen, mais dans tous les cas, ce qu'a fait Loeb était tellement inattendu, tellement fou à l'époque, que je pense qu'il, même avec un 10e titre, il battra pas ça. Parce que c'est pareil, une fois que vous avez un pilote qui en a eu 9, si vous en avez un qui en a 10, même 11, bon, c'est bien. Mais vous avez déjà eu ce premier truc. Mais c'est comme un pays, je prends l'exemple du football par exemple, un pays qui va gagner la Coupe du Monde pour la première fois, ça aura forcément une saveur exceptionnelle, particulière, alors qu'un pays comme le Brésil qui l'a gagné 5 fois, forcément les 3, 4, 5... Ah puis même nous, 98 face à 2018, il y a quand même une différence d'aura. Voilà. Alors que les deux prestations sont incroyables. Mais, alors après ça, c'est parce que t'es vieux aussi, Michael. Oui, mais alors, si, je l'ai vécu. 98. On pourrait dire ceux qui ont connu les deux mettent 98 au-dessus de 2018. Voilà, c'est le problème, effectivement. Mais je me permettrais quand même de retenir l'argument, parce qu'on ne l'a pas cité depuis tout à l'heure, majeur en faveur de Sébastien Ogier, parce qu'il ne faut pas quand même lui faire offense vis-à-vis de l'exploit qu'il a accompli. Il a quand même réussi un truc que Sébastien Loeb n'a pas réussi, c'est-à-dire qu'il a gagné les 9 titres avec 3 marques différentes. Dans 3 aires différentes, avec Volkswagen, M-Sport et Toyota pour rappel. Mais pour autant, c'est là où je mets de l'eau au moulin de Cyprien avec le côté aura en France. D'accord. Parce qu'il a gagné avec Sébastien a gagné ses 9 titres avec Citroën. Et ça, forcément, ça parle aussi plus aux Moi, je parle plus sur l'aspect objectif et l'aspect exploit, à chaque fois de repartir de zéro dans une équipe différente et d'arriver quand même à regagner. Ça, c'était très fort. Ça, c'est quelque chose que Loeb n'a pas fait et c'est quelque chose même que dans d'autres catégories, on ne voit pas. Par exemple, on parlait Formule 1 tout à l'heure, Lewis Hamilton, c'est pour ça qu'il était chez Ferrari quelque part. Oui, pour essayer aussi ce projet, cette ambition de faire autre chose. Donc le fait d'y arriver, et qui plus est, non pas dans 2 équipes différentes, mais dans 3, ouais. Wow, là, ça c'est vraiment fort. Là, c'est très fort. On parlait beaucoup de Carlos Sainz senior au Dakar quand il a gagné avec Audi en 2024, du coup. 4e victoire avec 4 constructeurs différents. Pour moi, c'est plus impressionnant que les 5 victoires d'Alatia, par exemple. Parce que vous le faites avec à chaque fois des encadrements différents, des équipes différentes, des voitures différentes. Oui, non, c'est sûr que ça change. Donc ça rajoute, je suis un peu d'accord avec Mathieu là-dessus, ça rajoute quelque chose, mais je trouve que ça se contredit aussi avec ton argument précédent qui était de dire que le WRC aujourd'hui est quand même moins prestigieux. C'est sûr que si on prend Toyota aujourd'hui, c'est la seule marque qui est vraiment intéressante pour tenter d'être compétitif. Donc, Non, puis en plus, moi, il y a un truc qui me dérange un peu avec cette saison de WRC et globalement avec les dernières années, c'est que quand on regarde le plateau, qui étaient les adversaires de Sébastien Ogier finalement cette année? Elfyn Evans, sans lui manquer de respect,
pas un grand pilote, Mais pas c'est un très l'éternel grand second, pilote hein. en tout cas. Calero Vanpera qui était en roue libre cette année, qui en avait plus grand chose à faire de WRC, qui a éclaté tout le monde aux Canaries pour montrer que c'était lui le patron, et puis qui après s'est dit bon bah allez maintenant voilà, il était un peu plus chill on va dire, déjà concentré sur son avenir en monoplace. Chez Hyundai pareil, on avait un Ott Tanak en pré-retraite, un Thierry Neuville en gueule de bois de lendemain de fête après son titre l'an passé, et un Adrien Fourmeau qui est pas encore prêt pour jouer ces titres-là. Donc finalement, il y a aussi ça, c'est que pour être un très grand champion, je ne remets pas en question le fait qu'Ogier en soit un, mais pour être un très grand champion, il faut avoir aussi des très grands adversaires. Pour moi, encore une fois, dans tous les sports, quand il y a une rivalité, ça rend le pilote vainqueur encore plus légendaire. On pense à Lauda et Hunt, on pense à Hamilton et Verstappen. Après, il y a des titres de Loeb où, effectivement, alors oui, il y a des titres où il bat Marcus Grenoble, donc effectivement, là, chapeau l'artiste, parce que c'est un double champion du monde, ça. Et il y a des titres où il bat Mikko Hirvonen, ou les autres adversaires, c'était aussi Danny Sordo. Donc voilà, je pense qu'ils ont tous les deux connu des airs un peu de vache maigre en termes de concurrence. Moi, j'aimerais que tu nous mettes un troisième choix, Mathieu. Est-ce qu'on pourrait mettre le choix on choisit pas, on profite? Alors, oui, parce que quelque part, si on dit l'un n'est pas meilleur que l'autre, ça peut aussi laisser entendre que les deux sont à égalité et qu'il n'y a pas de choix qui est réalisé. On pourra le mettre d'ailleurs ce soir dans la question hebdo. Comme ça, voilà, les deux à égalité, c'est aussi une très bonne réponse. L'idée n'est pas de délire un meilleur, mais plus le fait de mettre en exergue le fait qu'ils n'ont pas du tout la même carrière, malgré le fait qu'ils aient parcours n'est pas le même, et ça c'est intéressant, effectivement. Voilà. Alors moi, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on essaie de savoir lequel des deux est le plus grand, mais je suis complètement d'accord avec cette troisième option, franchement. Et je trouve d'ailleurs que dans mes propos depuis tout à l'heure, en me réécoutant presque, finalement, j'ai l'impression que je mesure pas vraiment ce que Sébastien Ogier a fait, mais il faut quand même le souligner, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Gagner en ratant 3 rallyes, c'est vraiment exceptionnel, c'est un exploit monumental. Et on a de la chance d'avoir ces deux monstres. Et il a 42 ans. Et il a 42 ans. C'est-à-dire que moi j'ai cette image, encore une fois, je termine ma prise de parole là-dessus, mais c'est vrai que Rallye du Japon, où il parvient à remporter la dernière super spéciale à 1/10 devant Elfyn Evans, c'est que ça lui rapporte les points qu'il faut absolument. Il y a aussi ce côté un peu spectaculaire dans des moments clés, et ça en l'occurrence, tu parlais de marque du champion, là on y est à 100%. Et vous, du coup, on veut aussi avoir votre avis, évidemment, 20h sur autohebdo.fr, la question hebdo, et puis toujours dans les commentaires de l'émission. Allez, on va parler un petit peu de Formule 2, parce qu'il y a aussi eu un champion ce week-end. Et oui Mathieu, on a donc un champion de Formule 2, Leonardo Fornaroli, champion avant le dernier meeting de la saison, ce qui n'est pas tout à fait habituel non plus, hein. C'est une belle prestation de la part du pilote Invicta, qui s'est imposé donc en finissant 2e au Qatar ce week-end. C'est ça, on avait déjà eu ça avec Camara, qui avait gagné la F3 en Hongrie une manche avant la fin, donc là c'est ce qui se passe pour Fornaroli. C'est une saison encore une fois assez exemplaire de la part de l'Italien. Pour rappel, il n'est pas dans une académie de F1, on va y revenir très rapidement, mais il ne gagne pas, mais c'est Victor Martins qui l'emporte ce week-end. D'ailleurs, je me permets de faire une petite digression sur le fait que son week-end a été très bon et c'est sa première victoire de la saison à Victor Martins, donc grand bravo aux Français qui remporte sa 3e victoire en autant de saisons. Et pour Fornaroli, pour revenir à Fornaroli, effectivement il fait une saison très juste. Il n'avait pas gagné pendant plus de 3 ans dans les formules de promotion, il gagne plusieurs courses cette saison, il en gagne notamment une en course principale en Hongrie justement. Sinon les autres c'est des courses sprint qu'il remporte, et c'est quelque part un petit peu le résumé de sa saison, c'est-à-dire qu'il est exemplaire, il est très bon gestionnaire, il l'a déjà été l'an passé, mais je pense que ce qui lui manque c'est ce côté un petit peu plus spectaculaire, ce côté capacité à faire la différence dans les moments très forts, à montrer vraiment très supérieur aux autres pilotes, et dans les catégories de promotion c'est un petit peu le principe, hein. On avait reçu Théo Pourchère qui nous en parlait de cette espèce d'équilibre entre les deux. Et je tiens à en profiter, vous pouvez toujours retrouver l'interview de Théo Pourchère sur la chaîne YouTube, on a 55 minutes avec notre champion de F2 2023. Très bon moment qu'on a passé avec lui, et donc il l'avait pronostiqué d'ailleurs, Fornaroli vainqueur, ça y est c'est fait. Donc très belle. Je vais pas trop mouiller quand même. Ouais, mais enfin après OM Newcastle, ça fait 2 pronos réussis. Non, je vrai, s'il avait annoncé Sian Shields ou John Bennett, je pense que là... mais effectivement, voilà, Fornaroli qui l'emporte. Pas de Formule 1 pour lui. Malheureusement pour lui, je ne pense pas de Formule 1 tout court d'ailleurs, parce qu'il n'est pas dans une académie. Et il arrive un petit peu à un moment où il y a très peu de place sur la grille. Donc la suite pour lui, ça semble être la Super Formula, selon toute vraisemblance. Donc on verra effectivement ce que ça peut donner. Mais voilà, saison appliquée, mais à l'image de la grille de F2 de cette année, un petit manque à mon avis de relief qui lui dessert à ce moment-là de sa carrière. Ouais, ça a été une saison pas top, la F2 cette année. J'avoue que bon, je suis un peu dur, mais Fornaroli, encore une fois, champion avec une seule victoire en course principale. Ouais. Voilà, après avoir gagné aucune course en F3, mais le titre l'an dernier,
Bon, est-ce qu'il a vraiment mérité la F1? Encore une fois, on se demande, et c'est un peu dommage. Quand et on ce a... sur les meilleures voitures. Il gagne C'est avec ça. Trident l'an passé, il gagne avec Invicta cette année. Encore une fois, c'est pas faire offense Comme à ce qu'il a Bortoleto. fait. Mais voilà, Bortoleto a été un petit peu plus spectaculaire, si je puis dire, un peu plus Tout à efficace fait. que Même si Fornaroli. Fornaroli, je vais quand même mettre à son crédit son dépassement dans le dernier virage de la saison de F3 pour gagner le titre. Hein. Tout Ça à pour fait. le coup, il a été spectaculaire à ce moment précis. Ça, c'est vrai. Le reste, il était un peu plus J'espère de gestionnaire. Sami Megatounif, d'ailleurs, ce jour-là, qu'on salue aussi. Décidément, les Français aiment gagner quand Fornaroli est champion. Voilà, donc ça serait bien qu'il aille en F1 et qu'il gagne un titre, ça nous ferait une victoire française en plus, on serait content. Ah bah oui. On prend. On Vu prend. comme ça, finalement, On prend, allez, donnez-lui un paquet, s'il vous plaît. n'importe qui, peu importe. Voilà, mais bon, faut qu'il gagne le titre hein, maintenant, donc ça va pas être fastoche, mais bon. Bon, McLaren. Bah, faut qu'il gagne le titre du coup. Ah. Ça va tout à fait nous permettre de partir dans quelques instants sur nos enjeux du week-end. Très beau. Très clairement. Et on salue aussi d'autres résultats de ce week-end avec le Rallye du Var remporté par Eric Camilli devant Johan Bonato. Et puis en Supercars en Australie, le titre de Chaz Mostert qui fait un petit peu polémique puisqu'il a remporté le titre avec un système un peu de play-off en fin de saison contre Brock Finney qui avait remporté quand même pas mal de victoires cette année. Allez, on va terminer avec les enjeux de ce week-end. Bon bah ce week-end, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'ouverture de la saison de Formule E, l'enjeu principal C'est certainement, hein, C'est tout, c'est clairement de Est-ce ce qu'Oliver week-end. Roland va conserver son Et titre? oui, c'est ce qu'on va évidemment apprendre dès ce week-end. Non, évidemment, on va garder un œil et vous pourrez suivre tout ça ce week-end évidemment sur autodo.fr. Mais ce qui va plus passionner, je pense, les gens qui nous regardent et aussi un petit peu nous, on va l'admettre, Bien c'est sûr. évidemment cette lutte à 3 pour le titre mondial de Formule 1. Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri, c'est l'ordre dans lequel ils arrivent sur cette finale du championnat du monde. Première fois depuis 2010 qu'on a 3 pilotes, ou plus, ils étaient 4 d'ailleurs à l'époque, à jouer le titre. C'était le 3e qu'il avait remporté cette année-là. C'était Sébastien Vettel qui l'avait finalement remporté à Abu Dhabi. On est parti sur une fin de saison qui est fabuleuse. Et Cyprien, la question évidemment, qui va être champion du monde? Ballon de Norris. Alors, je sais que c'est parce que tu penses, Michael, on en a parlé avant, mais en fait, je dis Lando Norris parce qu'il a une avance qui est encore conséquente. Pour moi, ce qui va coûter le titre potentiellement à Max Verstappen, puisque je pense qu'Oscar Piastri est trop loin, c'est ce point de retard, c'est finalement l'erreur de Kimi Antonelli en fin de Grand Prix au Qatar, puisque Norris, en finissant 4e au lieu de 5e du Grand Prix du Qatar, a 12 points d'avance sur Verstappen au lieu de 10. C'est-à-dire qu'avec 10 points d'avance, potentiellement, si Verstappen gagnait à Abu Dhabi et que Norris était 3e, Verstappen était champion du monde puisqu'ils finissaient à égalité de points, mais Verstappen avait 8 victoires et Norris 7. Et c'est comme ça que les pilotes sont départagés en cas d'égalité. Pour rappel, aujourd'hui, les 3 candidats au titre ont tous les 3 7 victoires. Donc, Ce qui est fabuleux, quoi. si égalité entre les 3, c'est celui qui gagnera qui sera sacré champion du monde. Alors en fait, du coup, avec 12 points d'avance, ça veut dire qu'il faut que Verstappen l'emporte et que Norris termine 4e ou plus bas pour que Max soit champion. Bon, ça semble possible, mais difficile. À la régulière, on a vu que les McLaren, on l'a vu toute la saison, hein, ont au moins le potentiel pour être sur le podium, si ce n'est pour gagner. Soit il y a Verstappen devant, soit il y a peut-être Russell qui peut s'intercaler. Mais en fait, dans tous les cas, je vois Norris être devant Piastri. Donc, à minima, il sera 3e. Et du coup, je ne vois pas comment Max peut inverser la tendance maintenant. Il faudra quand même surveiller le départ, notamment, en fonction de qui part en pole. Parce que j'en connais un qui, quand il a un titre en jeu, il ne laisse pas grand-chose passer. Et à mon avis, attention au pilote McLaren s'il voit Verstappen débouler à l'intérieur au premier virage. Bah, comme tu le dis, je suis pas d'accord. Alors, je sais qu'on va nous dire que voilà, nous sommes des pro Verstappen. C'est ce qu'on a découvert, hein, visiblement, dans les commentaires des émissions précédentes. Je ne dis pas que c'est ce que je souhaite, mais je suis honnêtement aujourd'hui dans un état où je le pense. Ça l'aurait été d'autant plus, évidemment, s'il avait 10 points de retard, je suis d'accord. Mais on est dans une situation où, s'il gagne le Grand Prix, déjà, Piastri pourra pas être champion du monde, quoi qu'il arrive, hein, puisqu'il est derrière au championnat. Et il faudrait une 4e place de Norris pour offrir le titre à Verstappen. Je suis d'accord, totalement d'accord avec tout ce que tu dis sur le fait que la McLaren a le potentiel, il pilote suffisamment bien pour le faire. Enfin voilà, ça je suis à 100% d'accord. Sauf qu'il arrive, pour la première fois de sa vie, en lutte pour le titre à la dernière manche du championnat du monde de Formule 1, face à un Max Verstappen qui en plus d'être un excellent pilote, arrive à rentrer dans la tête de ses adversaires de manière terrible. Et on l'a vu à Las Vegas au départ. C'était Zach Brown qui le compare à Chucky, non? Ouais. Voilà, c'est ça. Et Zach Brown, quand il dit il y a quelques Grands Prix, je préférerais qu'on perde le titre, mais qu'on soit resté juste envers 2 pilotes, je pense qu'il va peut-être réussir à le faire d'ailleurs, et à concrétiser cette Bel pensée-là. exploit. Parce que, très honnêtement, je pense que Lando Norris va arriver dans un état de stress et de gestion mentale qui ne sera pas bon.
Et on l'a vu ce week-end. Oscar Piastri, sa manière de réagir à sa deuxième place lors du Grand Prix du Qatar, c'est terminé pour lui. On le voit. Le body language fait que pour lui, il ne sera pas champion du monde. Il a laissé passer l'opportunité, c'est terminé. Et Norris, il y a de la nervosité tout le week-end. Évidemment, c'était lui qui pouvait être champion ce week-end-là, donc c'est normal. Mais là, il a fini 4e, il est déçu, il est nerveux. Et ça va continuer sur la semaine qui vient. Alors évidemment, il existe un monde où Verstappen se qualifie 5e et finit 4, et bon, il n'y aura pas eu au chapitre du tout. C'est possible. Mais ça me paraît bizarrement peu probable. Donc tu mises sur le fait que les McLaren, surtout Norris, ratent ses qualifications. Les qualifs, ou simplement en course, il devient un peu fébrile. On l'a vu, hein, quand il a dû passer Antonelli dans les premiers relais, il y allait pas franchement, il était hésitant. La fin de course aussi, bon, c'était heureusement qu'il y a eu l'erreur d'Antonelli, sinon je pense qu'il restait derrière. Voilà, il va forcément rouler sur la réserve. Et un pilote qui roule sur la réserve, il perd directement 1-2 dixièmes. Il est pas à l'aise, il va faire des erreurs, et il suffit qu'il y ait une Mercedes qui s'intercale, il est 4e, hein, donc ça va très vite en fait. Enfin ça, pour moi, ça sous-entend qu'Oscar Piastri serait devant lui, ce qui ne va pas arriver selon moi, parce qu'Oscar Piastri a réussi très bien au Qatar, c'est une piste qui lui a toujours beaucoup plu, où il a été toujours très bon. Mais on a vu ces dernières semaines, sur tous les autres tracés, qu'Oscar Piastri était nettement derrière. Et pour moi, même si Norris, je te rejoins sur le fait qu'à mon avis, il va calmer un peu le jeu, c'est-à-dire qu'il va rouler un peu le coude à la portière, entre guillemets, pour être sûr de ne pas commettre une erreur, je pense qu'il sera quand même devant Piastri. Partant de là, moi, si je devais donner mon prono aujourd'hui, Verstappen peut gagner le Grand Prix, par contre, ce sera Norris 2, Piastri 3, peut-être. Mais, je suis assez d'accord avec toi, je dirais que Norris va gagner le championnat, mais avec moins de 12 points d'avance. Voilà. Oui, en fait, c'est ça qui est assez drôle, c'est que même si techniquement on sait que la Red Bull est un peu moins bonne et ainsi de suite, il va trouver. Enfin voilà, c'est le propre des grands champions de trouver comme ça à la dernière seconde possible les derniers millièmes qui peuvent aller faire la différence. Et puis il connaît, même si 2021 l'issue n'est pas à sa faute, en l'occurrence l'erreur humaine a été là, mais lui il a fait le job dans la voiture. Il connaît cette situation où il arrive pour jouer un titre à Abu Dhabi. Il l'a déjà vécu. Et donc, quelque part, c'est un avantage prépondérant parce que Lando Norris, si tu parles de nervosité là, on imagine à Abu Dhabi effectivement l'état de tension dans lequel il pourrait être. Est-ce que ça va suffire malgré tout à faire un podium ? C'est ça qui va être le juge de paix. Moi, je vous invite à nous suivre sur autohebdo.fr toute la semaine parce que les déclarations que Max Verstappen va faire, alors là, ça va être du déjà grand le week-end dernier, il a dit... si j'avais eu la McLaren, je serais champion du monde depuis longtemps. Oui. Voilà. Ce qui, à mon avis, est totalement vrai. Oui, je pense probablement. Aussi. Mais là, il sait de toute façon que... En fait, Max Verstappen a toujours joué ce jeu mental et il le faisait pour tester un peu les autres. Et là, il voit qu'avec Lando Norris, mais il a un terreau exceptionnel en face de lui. Donc, il va normalement se faire plaisir comme c'est pas permis et à voir comment Norris va réagir. Il faudra surtout, à mon avis, vraiment, j'insiste là-dessus, ne pas rater le départ. Je pense que être là, 14 si Verstappen n'est pas en pole, on peut vite avoir une McLaren dehors au premier virage, parce qu'à mon avis, il va tout tenter pour être devant. Il sait que c'est sa meilleure chance. On voit que ses voitures n'arrivent pas à se dépasser sur la plupart des circuits, même si à Abu Dhabi, il y a quand même une longue ligne droite jusqu'au virage 5. Enfin, Fernando Alonso peut vous dire que c'est difficile de le dépasser à Abu Dhabi. Hein. On embrasse notre ami Petrov, d'où il nous regarde. Ouais. Mais non, mais bon, ça va être fou, et je pense que le départ, franchement, si Verstappen part 3, voire 2, attention. Voir en pole. Il est en tête au premier virage. Non, mais s'il part en pole, il sera en tête au premier virage. Mais s'il part 2 ou 3, il peut aussi être en tête au premier virage. Oui, c'est un peu le souci. Non, ou au 5. Il avait bien aimé ça en 2021 avec Hamilton. Après, il y avait cette petite différence qu'en 2021, si les deux abandonnaient, il était champion du monde. Là, s'il abandonne, il ne l'est pas. Donc, il doit quand même prendre un petit peu cette marge, mais moi, je pense qu'on va vivre un sacré week-end. Si ça se trouve, on vous parlera lundi prochain de la victoire et du titre de Lando Norris. Voilà, il aura réglé ça. Et ce sera important pour la suite de sa carrière. Mais tant que ça nous tient en haleine jusqu'au dernier tour. Ouais. C'est ça, et c'est pour ça qu'on va suivre ça évidemment tout le week-end, et ça sera évidemment dans le magazine Auto Hebdo également. Déjà, lisez celui de cette semaine, hein, parce que il y a tout le retour sur le Grand Prix du Qatar, et il s'en est passé clairement des choses. Et puis donc, la semaine prochaine, la finale du championnat du monde de Formule 1 ce dimanche à partir de 14h. On note que c'est un tout petit peu plus tôt que d'habitude, puisqu'on est à Abu Dhabi pour la finale. Et puis écoutez, ça va être, ma foi, fort sympathique. Donc on a bien hâte de voir ce que ça va donner. Merci de nous avoir suivis pour cette émission Auto Hebdo. Merci Cyprien, merci Mathieu. Merci à toi. Merci Michael. Et puis on se retrouve lundi prochain avec le résultat du championnat du monde de F1. Donc on a un petit peu hâte quand même. Ciao, ciao.